L'IA générative a permis à la robotique humanoïde de faire des progrès fulgurants depuis 2 ans, en dotant enfin les machines de capacités cognitives. Est-ce enfin l'heure de la consécration pour ce secteur maudit de la tech? Élément de réponse tout de suite dans ce débat animé par le journaliste de la Tribune François Manant. Rebonjour tout le monde. Alors depuis ce matin, on parle pas mal de concepts de l'IA. Et aujourd'hui, avec Jérôme Monceau à ma gauche et Rodolphe Hasselwander, je vais vous parler, on va rentrer un peu dans le congrès avec les robots. Si vous n'avez pas suivi, Elon Musk récemment a fait une grande conférence en toute pompe et il a fait défiler des robots humanoïdes. Et une autre entreprise aux États-Unis qui s'appelle Figure AI qui a levé plus de 675 millions d'euros pour faire des robots humanoïdes. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir 2 figures incontournables de robotique française qui vont aussi nous présenter leurs robots. Je commence avec vous, Jérôme. Donc, bonjour Monceau, bonjour beaucoup. Je m'appelle Jérôme Monceau et je suis créateur d'une entreprise qui s'appelle Enchanted Tools et on développe des robots humanoïdes de taille, ils font à peu près 1m25, on va peut-être voir des images. Et ces robots sont des héritiers d'un savoir-faire français en robotique humanoïde qui existe déjà depuis longtemps. Ça fait une vingtaine d'années qu'on fait des robots humanoïdes en France. Il y a eu Nao, il y a eu Pepper, peut-être que c'est des robots que vous connaissez, qui ont été faits notamment avec le partenaire SoftBank, un japonais à l'époque. Et puis c'est écoulé 8 années à peu près, sans grande nouveauté. Et on a vu l'IA arriver, l'IA générative arriver, et un grand engouement autour de la robotique humanoïde, qui a été pour moi l'occasion de réactiver ce savoir-faire. Et donc du coup, on voit Mirokai, c'est ça votre robot? Exactement. Mirokai et Miroki qui ont la particularité d'être des personnages d'animation qui se sont échappés de leur dessin animé pour venir vivre dans notre réalité et venir aider les gens qui sont sur le terrain dans des situations qui ne sont pas forcément faciles. Et donc Rodolphe, vous êtes venu avec, Rodolphe, vous êtes venu vous avec Buddy, sur lequel vous travaillez depuis déjà 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai fondé Blue Frog Robotics, qui développe Buddy. Et donc, Buddy, c'est un peu l'incarnation de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Et donc, on l'incarne dans un personnage qui s'appelle Buddy. Et on incarne l'IA émotionnelle, puisqu'on pense vraiment que la clé d'adoption en masse des robots, c'est de créer du lien entre les hommes et les machines. Et ça passe par ce lien d'empathie, par le fait que les robots sont capables d'avoir cette émotion et cette interaction naturelle, et qui, bien sûr, sont décuplées avec l'arrivée des IA génératives. Et donc c'est un robot à qui on parle et qui nous amène à la conversation. Exactement, en fait, ce qu'on appelle des robots for good, donc des robots qui vont assister et aider les gens dans leur vie quotidienne, notamment les personnes plus fragilisées, comme les personnes âgées, les enfants autistes, à l'école, un peu partout, puis bon, sur d'autres cas d'usage dont on aura l'occasion de parler. Non. Tout à fait. Jérôme, vous l'avez mentionné un peu en introduction, mais du coup, entre ces deux vagues de robots humanoïdes, c'est la Gen AI qui est arrivée. Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement, et notamment sur Mirokai, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui que vous ne pouviez pas faire avant? Oui, alors la grande différence, c'est il y a 10 ans, quand on faisait des robots humanoïdes ou des robots de manière générale, il fallait coder l'ensemble de ce que le robot allait réaliser. Donc typiquement, sur Pepper, pour avoir 30 secondes, 1 minute de comportement, il fallait passer 1 semaine, 2 semaines, parfois 1 mois à la coder pour lister la totalité des cas et des situations. Ce qu'on n'arrive jamais à faire parce que le monde est beaucoup plus compliqué que ce qu'on arrive à représenter par des lignes de code. Et là, on a, grâce aux IA génératives qu'on a vu venir, eu la possibilité de traiter statistiquement les situations. Ça veut dire que souvent je dis que les IA génératives encodent le sens commun. Et donc du coup, les robots humanoïdes qu'on a aujourd'hui font preuve de sens commun. Ils vont à côté de la personne quand elle lui parle, elle regarde dans la bonne direction. Quand vous lui parlez de quelque chose, elle vous répond sur cette chose-là. Et voilà, ça permet d'aller couvrir des situations. Par exemple, je vous prends un exemple juste pour être très très clair. Pendant des années, avec Pepper et Nao, je me suis battu pour faire un détecteur de personnes tombées au sol, pour pouvoir ensuite réagir à ça. Et l'autre jour, j'ai été reconfronté à la situation, et là, j'ai vu que le robot a été capable, tout seul, de détecter que la situation demandait une aide parce que la personne était au sol. Je ne l'avais pas du tout anticipé. La machine est donc capable de faire plus que ce qu'on l'a codé pour faire, ce qui lève des questions. Rodolphe, je ne sais pas si vous allez réagir, parce que ce qui est intéressant, vous, c'est que votre robot existait déjà avant l'IA générative, et l'IA générative l'a augmenté.
Oui, alors on avait pensé Buddy depuis le début comme étant aussi une plateforme assez ouverte. Donc en fait, on s'est saisi de l'arrivée de ces IA génératives pour augmenter les capacités du robot. Comme dit Jérôme, pendant des années, on s'est escrimé à essayer de pouvoir imaginer toutes les conditions, tout ce qui pouvait se passer, ce qu'on pouvait dire à notre robot, mais sachant que c'est un robot qui va et qui partage déjà la vie des gens. En fait, on ne peut pas imaginer tous les sujets de quoi les gens vont vouloir parler, ce qu'on va vouloir faire avec le robot. Donc, il y avait des chatbots sur des verticales, voilà, ou un chatbot qui parle de foot, super, Buddy aurait été super fort pour parler de foot, mais sur toutes les autres questions, pas très fort. Là, l'idée avec les IA génératives, c'est qu'on peut aborder toutes les situations, toutes les discussions. Le robot, maintenant, va pouvoir répondre et interagir de façon naturelle, sachant qu'on fasse un robot comme ça, qui n'est pas anthropomorphe, ou un robot comme Mirokai, qui l'est un peu plus. Naturellement, les gens, même si ce n'est pas forcément le cas d'usage pour lequel le robot il est là, naturellement, les gens voient un robot, ils pensent qu'ils peuvent lui parler comme à toi, à moi, et je dirais c'est l'étape normale pour eux. Et si tu passes cette étape-là, ok, c'est un robot, il va pouvoir m'être utile. Mais si dès le premier échange, le robot ne comprend pas bien, répond à côté, etc., déjà, on est sur un aspect déceptif. Donc c'est vrai que grâce à ça, les GenAI nous ont permis de pouvoir décupler les possibilités du robot. Pour rebondir un peu là-dessus, ça vous avez dit, ils sont anthropomorphes et pas humanoïdes. C'est un choix, justement, c'est très rigolo, vous m'avez tous les deux parlé des jambes. Apparemment, un robot avec des jambes, ça ne marche pas. Vous avez un accord là-dessus, je ne sais pas si Jérôme... Alors oui, c'est une grande question. Il y a quelque chose qui est hyper fantasmagorique dans les intelligences artificielles et dans la robotique humanoïde, et on le voit, ça traverse nos discours. On a l'impression d'être attaqué dans notre propre humanité par ces IA, et je pense qu'on a vu beaucoup on a Virtual Human, vous avez peut-être vu ça, ou des robots qui ressemblent à des humains. Et en fait, moi, quand je vois ces machines-là, ça me file des boutons. Je comprends pas le truc, quoi. Pourquoi on fait ça? En plus, c'est moche, en vrai. Soyons francs. Vraiment, c'est moche, c'est pas naturel. Et puis, ça pose une question qui est complètement déplacée. Ces machines-là, c'est pas des humains, c'est autre chose. Et donc, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de s'inspirer de l'univers de la narration, d'inventer une histoire, d'inventer un personnage, de pas essayer de se recoller à une humanité ou même à un chien, à un chat, à un chien, mais essayer d'inventer un nouveau rapport, une nouvelle espèce, quelque chose qui pique la curiosité et qui donne un super prétexte, un super climat pour une espèce de double découverte qu'on va pouvoir installer. Ensuite, excusez-moi, sur la bipédie, là, il y a un sujet aussi. Parce que ça aussi, c'est fantasmagorique. On voit des boîtes aujourd'hui qui nous annoncent des robots bipèdes déployés face à du public, mais moi, j'y crois pas du tout. Parce que des robots bipèdes, c'est dangereux. Un robot bipède, c'est une masse de 50 kg suspendue à quelques moteurs qui peuvent lâcher. Et ça se produit. Et donc, est-ce que vous imaginez un robot bipède cavaler dans des escaliers là où potentiellement vous pourriez être ou des gens de votre famille? La réponse est non. Donc, quand on veut faire un people-facing robot, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, on s'assure que le premier des prérequis soit la sécurité. Et donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les robots qu'on a fait. Oui, ça, on est tout à fait raccord là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois. Après, nous, il y a un autre aspect aussi qui est intéressant dans le côté humanoïde. On parle souvent et un peu plus anthropomorphe, les gens ont toujours peur d'être remplacés par l'IA, remplacés par les robots. Et nous, on a vraiment pris le parti pris de ne ressembler à ni un humain, ni un animal, etc., pour qu'en effet, il n'y ait pas des gens qui puissent se dire, rien qu'en voyant le robot, je vais me faire remplacer. Donc c'est vrai que quand on regarde Buddy, on se projette pas forcément avec sa forme, et c'est vraiment important. Et après, les gens, en effet, je vois toujours pas la vraie utilité, surtout quand vous rapportez ça au prix. C'est très compliqué de faire tenir un robot, même un exosquelette debout sur deux jambes. Il faut vraiment que l'usage, entre guillemets, vaille le coup. Et aujourd'hui, les plateformes mobiles ou comme Buddy ou comme Mirokai remplissent 90% des cas d'usage vraiment où on peut déployer des robots. Voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant. Ça aussi, on a un peu l'impression, je crois que Jérôme, c'est vous qui me disiez, oui, pour l'instant, les robots, on en met dans l'industrie, mais en fait, c'est un marché qui va être vite saturé. Et là, vos deux robots s'adressent au grand public. C'est ça la clé de la nouvelle vague de robotique ? Ouais, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire sur des grands robots humanoïdes dotés de bras et d'un système de déplacement, que ce soit des jambes ou autre chose. C'est que l'avantage de cette forme-là, c'est qu'en regardant des humains faire, que ce soit à travers des vidéos ou même en mimétisme, on est capable de construire justement les fameux datasets qui vont permettre d'entraîner la machine. Et comme notre environnement est quand même un environnement qui est adapté aux humains, la hauteur des poignées de porte, je sais pas, la forme des chaises, la forme des objets, ne serait-ce que ce microphone, eh
bien ça, c'est potentiellement un endroit où un robot humanoïde peut avoir une action. Et quand vous imaginez ça démultiplié donc dans une industrie pour pouvoir aller réaliser des choses, c'est ça en fait le fantasme qui est tout ça. C'est l'IA générative qui rend possible ce genre de choses. Mais, et c'est ce que vous disiez, le marché de la robotique industrielle humanoïde, c'est genre 90 000 robots estimés. Et pourtant, le people-facing robot, donc les robots exposés à des humains, donc là on parle des hôpitaux où il y en a énormément besoin, où il y a plein d'endroits, des maisons de retraite, du retail, etc., où là il y a énormément d'aide qu'on peut apporter aux gens qui sont sur le terrain, et ce marché-là est beaucoup plus gros. Oui, clairement, il y a un énorme potentiel en B2C. Nous, on a pris le parti de commencer par déployer nos robots en B2B et en B2B2C. Donc, on a déployé plusieurs milliers. Ouais. Oui, quand vous dites B2B2C, oui, donc pour le grand public, il y a un très gros potentiel. Aujourd'hui, on est sur le marché professionnel. On a déployé plusieurs milliers de robots sur des cas d'usage dans l'éducation, dans l'inclusion d'enfants autistes ou d'enfants malades, aussi pour de l'assistance aux personnes âgées. Et plus dernièrement, sur l'accueil dans des hôtels, dans des sociétés ou pour faire de l'événementiel. Et donc, tout ça nous permet aussi d'acquérir de l'expérience et de pouvoir préparer des lancements donc pour le grand public plus tard où le potentiel est énorme. Mais il y a déjà beaucoup de choses à faire en B2B aujourd'hui, que ce soit pour Murokai ou Buddy, parce qu'il y a des vrais usages où ces robots ne sont pas vus, ce ne sont pas des gadgets, mais ils répondent à des vrais besoins. Et puis en plus, nous, on se positionne sur l'accessibilité des robots. C'est aussi ça que quand j'ai créé Blue Frog Robotics, l'idée c'était de démocratiser la robotique et donc de proposer des robots accessibles. Aujourd'hui, pour les professionnels, on vend le robot par exemple 2500 €. Aujourd'hui, ça n'existe pas, un vrai robot avec de la perception, du dialogue, de la navigation, etc., qui soit autonome à ce prix-là. Donc, voilà. Peut-être pour conclure un peu, on a parlé depuis ce matin des projections de l'IA. Qu'est-ce que vous attendez, vous, du secteur de l'IA? Qu'est-ce que le secteur de l'IA peut vous apporter? Peut-être rapidement, chacun de vous. Oui, alors un des grands enjeux, donc sur une machine comme celle qu'on a à Miroki, il y a deux processeurs, un dans la tête, un dans la base. Ça tourne énormément d'algo de safety déjà, de sécurité, mais aussi de compréhension de l'environnement, des obstacles, de calcul de trajectoire, de reconnaissance d'objets, etc. Et donc les IA génératives viennent au-dessus de ce genre d'algo. Okay. On essaie de les embarquer autant que possible, et c'est ça qu'on attend, parce que pour l'instant, c'est des énormes modèles qui demandent d'exfiltrer des data. Nous, ce qu'on veut, c'est tourner un maximum on-board, autant que possible, même si on a des techniques d'hybridation. Je ne sais pas si vous voulez conclure. Oui, bon, on a un peu, en effet, un peu tous ces enjeux-là, de pouvoir embarquer de l'IA, de ne pas être dépendant déjà du réseau aussi, hein, parce qu'il faut reconnaître, hein, quand on a des robots qui sont connectés dans le cloud pour faire de l'IA générative, il faut être connecté déjà. Donc c'est comme une problématique. Et puis en effet, la RGPD, on est tous dedans aujourd'hui, et donc plus on va pouvoir embarquer de choses dans le robot, nous, tous les calculs, la computer vision, etc., tout est fait dans le robot, on n'en voit rien dans le cloud. Aujourd'hui, c'est juste les IA génératives. En effet, on discute avec les gros partenaires aujourd'hui qui sont des acteurs majeurs pour pouvoir demain intégrer ça dans notre robot. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, et puis pensez quand vous croiserez les robots à l'avenir. Voilà. Au revoir, merci. Merci.